Pour donner place à la prochaine conférencière, elle a un PhD, chercheur psychologue à l'Institut de cardiologie de Montréal pour l'Université de Montréal et l'UQAM. Merci. Bianca D'Antonio a obtenu son doctorat en psychologie clinique à l'Université McGill en 1999. Depuis 2002, elle est chercheure à l'Institut de cardiologie de Montréal ainsi que chercheure adjointe à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et au département de psychologie de l'UQAM. Elle dirige des étudiants qui sont au doctorat et œuvre ainsi en tant que psychologue consultante dans le domaine de la psychologie clinique et de la santé. Depuis longtemps, le docteur D'Antonio étudie l'interaction entre le corps et l'esprit, par exemple les croyances, le stress, l'hostilité, les comportements et les problèmes de santé qui peuvent découler de cette interaction. Dans le contexte de ses recherches, elle s'intéresse particulièrement aux maladies cardiovasculaires et aux pathologies qui y sont associées, ainsi qu'à leurs facteurs de risque. Elle a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques et a présenté ses travaux lors de conférences internationales. Son travail clinique se centre sur le maintien de la santé physique et psychologique, ainsi que sur la prévention de la maladie par des interventions sur des facteurs de risque tels que le stress, l'hostilité, l'excès de poids, le manque d'exercice, le faible estime de soi et plusieurs autres. Aider les gens à gérer la détresse qui peut accompagner la maladie physique ou l'aggraver et développer des intervenants touchant autant les aspects psychologiques que physiologiques pouvant nuire à la santé constitue les pôles de son activité tant clinique que scientifique. Sa mission, c'est de promouvoir et enseigner les connaissances et habiletés diverses essentielles à maintenir ou à retrouver une vie saine, heureuse et prospère. Donc, sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « La recherche, faire ses preuves ». Accueillons Bianca D'Antonio. Merci beaucoup. Je ne parlerai pas de ma recherche aujourd'hui, par contre. Diaporama. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Au départ, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une psychologue-chercheur pourrait bien présenter pour des experts, des étudiants en ostéopathie? Mais en fait, la recherche, c'est la recherche, quel que soit le domaine, que ce soit la psychologie, l'ostéopathie ou la médecine, d'ailleurs. Ce qui diffère, par contre, la médecine, c'est l'importance, tant pour l'ostéopathie que la psychologie, de rallier les autres professionnels de la santé, dont les médecins, à nos côtés, dans le but d'offrir vraiment le meilleur des services à des gens qui en ont besoin. Et d'offrir des services qui sont plus complets, certains diraient plus holistiques. Également, le besoin de convaincre le public quant à la valeur de nos interventions. Si on prend le domaine de la recherche en psychologie pour le moment, cela fait des centaines d'années qu'on fait de la recherche, le domaine en général. Selon les instituts en recherche de la santé du Canada, nous avons été parmi les plus prolifiques, c'est un mot plutôt anglophone, je pense. Donc, on a eu énormément de succès, ayant eu un impact considérable sur la façon dont les choses sont faites en pratique, tant dans le domaine de la psychologie que dans d'autres domaines, dont la médecine. Malgré ceci, nous sommes encore perçus par certains chercheurs en médecine, en sciences fondamentales, et encore par certains médecins comme étant un domaine qui est plutôt vague, ésotérique, non scientifique. Évidemment, ceci vient nuire aux collaborations potentielles qu'on peut avoir avec diverses spécialités, mais aussi nuire au nombre de patients ou de clients qu'on pourrait voir et donc aider. Ceci est et sera votre réalité aussi pour un certain temps. Donc, j'aimerais souligner ce côté-là. D'autre côté, par contre, si on regarde la perception du public quant à la psychologie ou la psychiatrie, elle n'est guère mieux. Si on regarde la façon qu'on est caricaturé dans des programmes ou des films, donc souvent comme narcissiste, inefficace, rigide, voire frigide, assez bizarre, excentrique ou carrément maléfique dans le cas de Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux. C'est assez rare qu'on ait perçu d'une façon qui est vraiment réaliste, ou du moins caricaturé d'une façon qui est réaliste. J'ai pas vu dans les films d'ostéopathes encore, donc il n'y a peut-être pas de correction d'image à se faire à ce niveau-là. Ça peut peut-être aussi indiquer que le public en général n'est pas conscient qu'il y a un domaine d'ostéopathie et qui peut lui être bénéfique.
J'en ai d'ailleurs parlé à différents collègues, médecins, infirmières, étudiants, etc. Et il est vrai qu'il y a très peu de gens qui savaient exactement c'était quoi l'ostéopathie. Il y en a qui me disent « Ah, c'est n'importe quoi ». Et je ne veux pas vous insulter ici, j'en suis des traitements d'ostéopathie. Mais il y a quand même un certain problème pas de visibilité, mais de réputation à adresser dans les années à venir. Et c'est là, en fait, que la recherche va venir en jeu. Donc, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous enseigner à faire de la recherche, ça serait beaucoup trop ambitieux comme projet pour ma présentation, mais plutôt de discuter avec vous de pourquoi vous voudriez faire de la recherche. Il y a certains facteurs qui ont déjà été adressés dans les 2 premières discussions. Certaines questions de recherche, évidemment minimales dans le contexte d'une présentation de 40 minutes, ce dont vous pourriez avoir besoin et certains défis auxquels vous allez avoir à faire face. Donc, commençons sur une même page. C'est quoi la recherche? Je suis allée prendre la définition qu'il y a dans le Conseil national pour la recherche ostéopathique. Donc, la recherche est un processus qui vise à générer de nouvelles connaissances tout en examinant de façon critique les connaissances et procédures qui existent déjà. Donc, on veut innover, créer de nouvelles connaissances, mais en même temps, pouvoir s'assurer que tout ce qui est venu avant est encore valable, que ça se tient toujours. Vous pouvez voir ici, ce n'est pas important toutes les étapes, mais il y a de nombreuses étapes entre le moment où vous allez avoir conçu une idée de recherche jusqu'au moment où vous allez pouvoir en diffuser les résultats. Chacune de ces étapes est très importante et peut prendre un certain temps. Et malheureusement, ceci en décourage plus qu'un. Donc, ceci dit, pourquoi en faire? Et il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est une profession idéale pour des gens qui sont curieux de nature, qui aiment soulever des défis, qui aiment avoir des réponses à leurs questions, qui aiment faire de la résolution de problèmes et qui veulent redonner à leur domaine. C'est un domaine très stimulant qui offre de nombreuses opportunités d'échange d'idées, ici, je veux bien souligner. Et en fait, c'est une énorme opportunité de grandir, tant au niveau professionnel, par le fait qu'on peut élargir notre façon de voir et de penser, mais aussi au niveau personnel. Ça permet également de raffiner notre créativité, pour ceux qui n'avaient déjà un certain montant et pour les autres d'en développer un. Aussi de développer une appréciation et une compréhension plus approfondie des théories et pratiques auxquelles vous avez été exposés, et surtout d'en devenir plus critique. Donc, de réaliser que tout ce qui est venu avant vous et ce qu'on vous a appris n'a pas été écrit par la main de Dieu, quelle que soit votre croyance en Dieu. Là. Ça n'a pas été écrit par la croyance de Dieu, ça a été écrit par des individus. Oh. Deuxièmement, en tant que professionnel de la santé, vous vous inquiétez peut-être aussi à vous rassurer que les interventions que vous faites sont réellement efficaces et innocues. C'est quoi en anglais? En français? Innocuous. Bon, sont sécuritaires. Pardon? Non niatrogène. Il y a différents mots pour la même chose. Oui, mais ce n'est pas juste une question de faire mal, par contre. J'ai trouvé une citation dans un site web européen sur l'Alzheimer que j'ai trouvé très utile, entre autres parce qu'elle souligne beaucoup des choses qu'on fait au quotidien. Donc, une grande partie de ce que nous faisons dans notre vie quotidienne est basée sur le gros bon sens. Ce que nous avons appris des autres, ce que nous avons appris de nos propres expériences et observations. Ce que ça mentionne aussi, c'est que le gros bon sens, évidemment, n'est pas toujours la meilleure approche. Un, parce que votre expérience n'est pas la même que la vôtre ou de la vôtre. Et donc, les théories que vous pourriez en découler ne seront pas les mêmes, vont être conflictuelles. Quelle est la meilleure? Quelle fait du sens? Elle ne prend pas en considération qu'une théorie ou une pratique qui s'applique dans une condition particulière peut être tout à fait inefficace ou carrément dangereuse dans un autre. Elle ne prend pas en considération que ce que nous avons observé peut en fait avoir découlé de facteurs complètement externes à ce que nous avions pensé au départ.
Et sans faire de recherche, sans pousser ces questionnements, on ne pourrait pas le savoir. Ça finit par dire que, bon, dans le domaine de la santé, il y a des lacunes importantes quant à nos connaissances, et je dirais que ces lacunes dans nos connaissances sont particulièrement dangereuses. Si on prend dans le domaine de la médecine, exemple du thalidomide, il y en avait beaucoup d'autres, mais j'ai pris celui-là. Donc, c'est un médicament qui a été mis en marché dans la fin des années 1950, en premier lieu en tant que sédatif et analgésique, mais rapidement, on a vu que ça avait des effets anti-émétiques, donc anti-nausées. Et donc, des milliers de femmes à travers le monde l'ont pris pour les nausées du matin pendant leur grossesse. À l'intérieur de 2-3 ans, au-dessus de 10 000 et plus près de 20 000 bébés sont nés avec des malformations importantes. On voit ici un pouce sur un pied et une partie du bras droit qui manque au bébé. La recherche a pu démontrer par la suite, en 1901 en fait, donc quelques années plus tard, que la prise de médicaments par les mères avait mené à ces malformations-là, ou sinon la prescription du médicament aux mères avait mené à ces malformations-là. Il n'était pas connu en 1958, 59 ou 60 que les substances dans le sang d'une femme pouvaient être transmises d'une mère à son enfant. Donc, une intervention chez une mère peut avoir un impact chez le bébé. C'est important de garder ça en tête. Mais c'est des histoires comme ça qui ont fait en sorte de motiver le type de recherche qui a mené à cette découverte-là. Le domaine plus psychologique n'est pas à l'abri du tort. Je voudrais souligner par contre que la plupart de ceux que j'ai mis ici comme exemple n'ont pas nécessairement été développés par des psychologues, mais plutôt par d'autres professionnels comme des enseignants, etc. Mais ils sont de nature psychologique et tombent évidemment sous l'ombrelle de thérapie psychologique. Mais il y en a quand même qui ont été développés par des psychologues. Un là-dedans porte sur le Scared Straight Program. C'est un programme, vous l'avez peut-être déjà vu, un documentaire en 1979. Donc, c'est un projet qui a démarré à New Jersey en 1971, qui avait comme but de décourager des délinquants d'une vie de crime en les exposant aux dures réalités de la vie en prison. Donc, ils les emmenaient en prison pendant plusieurs heures, où ils se faisaient insulter, crier après, un petit peu tabassés, par des prisonniers. Les prisonniers avaient ce mandat-là de faire ça. Ces programmes-là se sont vus établir à travers les États-Unis pendant de nombreuses années, et ça existe encore, malgré le fait que des études bien faites, randomisées, etc., ont pu démontrer que lorsqu'un délinquant allait dans un programme de Scared Straight, il avait 60 à 70% plus de chances d'actes criminels par la suite, comparativement à un délinquant qui n'avait pas eu la chance d'être traité dans le Scared Straight Program. Donc, il faut faire attention. C'est un programme qui, à la base, faisait du sens, on parle du gros bon sens, pour les individus qui l'ont développé, mais qui carrément a été démontré non seulement inefficace, mais dangereux. Le rebirthing, très populaire dans le milieu de la croissance personnelle, aucune démonstration d'efficacité, mais il y a eu plusieurs cas de mortalité et de blessures importantes suite à ce traitement. Donc, en tant que professionnels de la santé, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques sur le type d'intervention que l'on fait